Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre antenne New World Info 1. Bienvenue dans Regard croisé. Deux experts du domaine de journalisme. Ils vont se prononcer sur bon nombre de sujets à travers cette émission qui va durer près de 2 heures. Thierry Afanoukoé, il est le patron du site d'information Capola.net, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonne arrivée, bonsoir. Merci, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Sur le même plateau, Adam Adjronou, patron du journal Vision d'Afrique. Le panafricain, vous allez bien? Ça va bien, Mathieu. Et chez vous, ça va? Ça va. Oui, on se défend. On essaie de respecter à la lettre les mesures énoncées celles-là, barrières bien sûr par l'État togolais pour être à l'abri de tout mal. Hein. Tout à fait. Et chez vous, ça va? Ça va. Bien avant de parler de coronavirus, nous allons aborder d'une façon un peu politique d'abord cette information, le sujet 1, le Mali, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé et sa délégation portée disparue. Thierry, voilà, à Fanoukoé, vous suivez l'actualité du Mali qui se prépare pour aller aux urnes. Et dans la foulée, la campagne n'a pas encore terminé. On voit le chef de file, Soumaïla Cissé, qui a été, enfin, je ne sais pas, comment on peut dire ça? Il a été kidnappé. Séquestré, kidnappé ou voilà. Ce qui se passe au Mali actuellement est inquiétant dans ce sens que ça fait la 3e fois que je dirais, la caravane du parti de Soumaïla Cissé a été attaqué dans la région, dans la zone. Et c'est son fief, hein? Et bien que c'est son fief. Et ce qui m'inquiète dans tout cela, comme je le disais, c'est que jusqu'à présent, le gouvernement ne réagit pas. Le gouvernement, en tout cas, je dirais plus de 24 heures après sa disparition, le gouvernement malien ne s'est pas encore prononcé sur la disparition de ce responsable-là de parti de l'opposition, le chef de file de l'opposition. Donc, je ne sais pas, avec sa disparition, les élections pourront se dérouler en toute quiétude. Parce que aujourd'hui, le débat au Mali, avec l'arrivée de la pandémie coronavirus et surtout l'insécurité qui devient encore plus grandissante dans le pays, on se demande s'il faut coûte que coûte maintenir le scrutin sur le dimanche prochain. Et aujourd'hui, je crois qu'au niveau du parti de Soumaïla Cissé, il y a une cellule de crise qui est mise en place et pilotée par le responsable de la communication du pays. Et on est en train de suivre le dernier développement, puisque dans le convoi, il y a certains qui accompagnaient le chef de file de l'opposition qui ont été libérés. On déplore malheureusement donc la mort de son garde-corps. Oui. Et ce qu'on ne comprend pas aussi, je voulais bien croire que, en tout cas dans tous les pays africains, c'est ce qui est souvent fait. Puisque au Togo, c'est le cas, quand il s'agit des joutes électorales, on met en place une force spéciale composée de gendarmes et de policiers qui accompagnent les différents candidats dans leur déplacement. Mais dans ce cas d'espèce, c'est comme si la sécurité n'a pas été assurée pour le déplacement du chef de file de l'opposition. Donc, il faut repenser véritablement ce qui s'est passé et qu'on puisse nous éclairer. Il faut qu'on puisse nous éclairer. Je ne sais pas si c'est des adversaires politiques de Soumaïla Cissé qui sont à la base, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de revendication de son kidnapping ou bien de ce rapt-là, parce que pour le moment, la terminologie... On ne sait pas justement ce qui s'est réellement passé, donc on attend de voir. Adam Adjronou, panafricain que vous êtes, je parle bien sûr de votre journal, vous suivez l'actualité.
du Mali de très près, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui dans sa démarche de conquérir l'électorat à son profit se voit comme ça kidnappé, je ne sais pas trop ce qui s'est passé réellement. Même les premières autorités du pays ne se prononcent pas réellement sur la question. Vous savez, je pense que cet enlèvement vient expliquer un peu l'ambiguïté de la situation sécuritaire au Mali. Parce que si nous prenons un peu les variables qui ont conduit un peu à cet enlèvement-là, d'abord, ça fait déjà 2 semaines ou pratiquement 3 semaines que se déroulait donc cette campagne électorale. Et lorsque vous prenez un peu ces pesanteurs, vous constaterez que Soumaïla Cissé a sillonné pratiquement tout le pays. Et comme tout autre leader, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, ils aiment naturellement finir les campagnes présidentielles dans leur fief. Et c'est ce qu'il a fait. Et je pense qu'il n'est pas... C'est vrai que Thierry l'a dit tout à l'heure, ça fait la 3e fois. Et il n'était pas l'unique. Je pense qu'il y avait aussi son challenger dans la région qui était donc du parti de la mouvance présidentielle, qui était aussi inquiété par le passé, mais qui a pu été retrouvé. Mais contrairement à ce que vous dites, je pense que c'est les FAMA, les FAMA qui ont donné la toute première alerte en situant donc l'opinion sur l'enlèvement réel de Soumaïla Cissé. De Soumaïla Cissé et quelques-uns même de son cortège. On note les libérations sont les personnes blessées et naturellement celui qui est donc son garde du corps qui a été décédé. Donc ça voudrait dire quelque part que lui-même, content du fait qu'il était donc dans son fief, doit juger mieux d'alléger un peu son dispositif sécuritaire. Sans quoi, c'est vrai que c'est tout le Mali qui était... On a vu dans pratiquement tous les pays en Afrique, quand il y a toujours des élections, il y a un corps qui est formé pour pouvoir sécuriser. Ce n'est pas parce qu'on est dans son fief qu'on peut se permettre de faire certaines choses. Hein? Oui, c'est vrai que lorsqu'on prend l'environnement malien, c'est vrai que c'est l'insécurité qui règne. Mais si là, il y a quand même des zones plus ou moins, ou qui ne sont pas tellement inquiétés par cette sécurité-là, c'est vrai. Mais s'il a pu quand même sillonner ces régions-là sans avoir de problème, c'est ce que je dis, parce qu'on a dit c'est son garde du corps. On n'a pas vu réellement des éléments de force de sécurité qui l'accompagnaient. Parce que, vous savez, je pense que l'un chef de file de l'opposition, ce n'est pas n'importe qui. Mais il a droit quand même à ce dispositif-là, ce qui n'était pas le cas. Mais cela vient encore renforcer un peu les inquiétudes de tout. Des acteurs politiques, parce que si également cela évoque réellement les réels motifs même que poursuivent réellement ces groupes djihadistes, ces groupes armés là, qui ont des difficultés à être tout à fait contenus par ces forces là qui sont dispersées. Parce qu'il y a les FAMA, il y a l'ONU, il y a le Barkhane qui est toujours là, mais c'est après ce rap là, normalement c'était pas la première fois que cela s'est produit. Je pense qu'on devait prendre les dispositions pour pouvoir quand même sécuriser cette zone là. Ce ne fut pas le cas. Aujourd'hui on constate que c'est après ce rap là que tout le dispositif est mis en place. On a vu Barkhane qui a déployé aussi les hélicoptères. Bon, c'est vrai qu'il y avait les FAMA qui ont dû ramener ceux qui ont été libérés avec le corps avec. Mais d'autres cas, moi je lui dis sincèrement qu'il y a un problème réel sur la sécurité au niveau du Mali. Parce que cela vient aujourd'hui renforcer un peu l'inquiétude de tout un peuple. Parce qu'on ne peut pas comprendre avec tout ce dispositif-là qui est là, malgré ça avec des zones assez névralgiques, et qu'on se constate toujours qu'on vient enlever des personnalités de ce rang-là. Ça veut dire que le premier ministre qui prend des fois des risques, c'est vrai qu'il est bien entouré, mais ce n'est pas évident parce qu'il y a eu des sommations, il y a eu des tirs avant même son enlèvement. Ça veut dire que c'est inquiétant pour les autorités légalement même constituées de pouvoir donc se déplacer librement dans ces zones-là. Donc voilà un peu la situation et moi je pense que dorénavant, aussi bien les FAMA que les forces étrangères devaient donc réorganiser encore ce dispositif-là pour mieux assurer la sécurité, ne serait-ce que quand même pour ces personnalités-là de haut rang, surtout dans leur localité. Et ceci aussi, il faudrait aussi en rajouter du fait que, vous savez, il y a aussi des complicités internes. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous avez poussé en disant que c'était sa zone. On peut avoir le dispositif allégé. Certes, cela peut être le cas parce que je ne peux pas comprendre dans une zone, c'est une zone un peu du centre, et le gars se déplace dans cette zone-là où on a des attaques à répétition sans réellement avoir un dispositif sécuritaire assez renforcé, assez lourd pour quand même sa sécurité. Ça voudrait dire quelque part qu'il comptait réellement parce que c'est un pesanteur qu'on ne peut pas quand même négliger. Dans ce cas-là, ça veut dire à l'interne même,
quelles ont été donc les actions menées par Soumaïla Cissé dans ces localités. Parce que vous savez, il y a la frustration et tout, parce que lorsqu'on explique un peu les pesanteurs d'insécurité dans ces régions-là, il n'y a pas seulement que les groupes djihadistes, mais quand même il y a aussi le fait que la jeunesse ou entièrement est mal prise en compte dans les choix politiques de ce pays. Dans la prise de décision. Dans les prises de décision. Ça fait qu'il y a donc des complicités à l'intérieur de ces localités-là qui viennent donc en appui au groupe djihadiste et qui trouvent donc des failles à pouvoir donc opérer en toute liberté. Merci Adam Adurenou, Thierry Afonkwe. Et quand on sait que il y a de cela 3 jours, on n'a pas encore détecté un cas de coronavirus dans le pays et des voix se sont levées pour dire le moment ne s'y prête pas vraiment pour qu'on aille aux élections. Et dans la foulée, il y a cas coronavirus, au moins 2 cas déjà signalés dans le pays. Et dans la foulée, on est confronté à un problème de sécurité et le chef de file de l'opposition est porté disparu. Est-ce que tout cela ne sont pas des signes précurseurs que, en réalité, cette affaire d'élection-là, il faut mettre ça en sourdine en attendant? Oui, mais vous savez, à voir ce qui se passe actuellement, on se rend compte que les calculs politiciens l'emportent sur tout autre raisonnement, parce que le pouvoir de Bamako tient coûte que coûte à organiser le scrutin le dimanche prochain. Peut-être les pronostics sont en leur avantage. C'est pour cela que malgré l'insécurité, malgré la pandémie de coronavirus, on maintient le scrutin à cette date-là. Et Adam disait quelque chose tout à l'heure concernant le fait que il peut y avoir de la complicité en interne. Par rapport au fait que les jeunes ne se sentent pas pris en compte dans la gestion du pays. Mais je tiens à le rappeler que Soumaïla Cissé n'est pas aux affaires. Il ne fait pas partie de la mouvance présidentielle. Cependant, je suis d'accord avec lui sur ce fait que, vous savez, dans nos milieux ou bien en Afrique, quand les dirigeants arrivent au pouvoir, les différents programmes qu'ils ont en faveur des jeunes, et ces différents programmes-là, on se rend compte vite que ça n'impacte pas le quotidien des jeunes. Et vous savez que c'est ces jeunes-là désœuvrés, ces jeunes-là démunis qui sont comment je dirais, qui sont recrutés dans ces milieux djihadistes là, parce que ils sont là, ils ont des problèmes de faim, de problèmes de terres cultivables, de problèmes d'eau, de problèmes de religion, de problèmes d'éducation. Donc c'est vite fait de les emballer dans les courants djihadistes. C'est pour cela que nos gouvernants doivent réfléchir et adapter. Faut pas faire du copier-coller, adapter les différents programmes à nos réalités pour que les jeunes africains se retrouvent dans les différents programmes. Sinon, dans tous les pays africains, ce n'est pas les programmes de développement ou les programmes en faveur de la jeunesse qui manquent. Mais la question est de se demander, qui se pose plutôt, pourquoi, malgré ces différents programmes-là, les jeunes ne se sentent pas concernés par la chose publique, les jeunes se sentent délaissés et désœuvrés, et on le retrouve dans les rangs des djihadistes. Maintenant, face à l'enlèvement de cette grande figure de l'opposition malienne, il revient, on n'est qu'à quelques jours, deux ou trois jours du scrutin. Je ne sais pas si, en tout cas ça s'est passé la dernière fois en
Guinée-Conakry. Je ne sais pas si les autorités, de concert avec les différents parties prenantes au scrutin, vont se concerter et prendre une décision politique pour ne serait-ce que décaler de quelques jours ou de quelques mois, s'il le faut même, le scrutin, le temps d'œuvrer. S'il est encore en vie, en tout cas au niveau de son parti, on a espoir que le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, il est toujours en vie. S'il est toujours en vie, rentrer en négociation pour sa libération. Merci beaucoup. Adam Adjourounou, est-ce que ce qu'on voit actuellement au Mali ne vient pas poser l'éternel problème de la sécurité, quand on sait qu'il y a différentes forces qui sont dans ce pays-là, qui dit assumer la paix, la sécurité pour les citoyens en une minute au plus pour qu'on puisse aller à la pause? Oui, vous savez, en réalité, les difficultés qu'ont aujourd'hui nos États pour pouvoir donc désarmer entièrement les groupes armés, parce que vous savez, il y a plusieurs choix de désarmement qui ont été donc explorés et qui n'ont pas donc eu assez d'impact sur ces groupes-là. D'abord, vous constaterez avec moi que ces groupes armés-là, surtout ceux qui, par volonté, l'ont fait, on a constaté que d'abord, ceux qui ont été promis, l'État n'a pas réellement tenu parole. Ça fait que ces groupes armés se disent que réellement, pour toujours peser dans les pesanteurs de discussion, il faudrait toujours garder les armes. Et on l'a vu avec la Centrafrique, où les gens résignent, ceux qui ont les petits groupes, surtout les grands groupes qui ont toujours gardé les armes. On a vu le poids qu'ils constituent, surtout lorsqu'il s'agit donc de dispatching des postes. On a vu des postes qu'ils ont toujours, aussi bien dans le gouvernement que dans d'autres sphères donc, du gouvernement. Or ici, c'est un peu près, lorsqu'on fait le parallèle, vous constaterez que c'est pratiquement la même chose. Et ça, je pense que le gouvernement aussi doit œuvrer en sorte que lorsqu'on prend des dispositions donc, dans le désarmement, il faudrait que ces gens-là puissent être récompensés. Comme ça, ça peut quand même inciter les autres à pouvoir déposer les armes. C'est vrai que le problème malien est assez plus profond que le problème centrafricain, on le sait, mais quand même sont des présenteurs à prendre en compte. Merci beaucoup. Une pause qui s'impose. À très vite.